Laisser la parole à Wu, pardon si j'ai écorché le nom, pour une collection de minéraux chinois au muséum. Le micro est encore coupé. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Maintenant. D'accord. Et est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. D'accord. Donc merci et merci à toutes et à tous. Je pense que comparé aux présentations de mes précédents collègues qui concernent des ouvrages entiers, donc je m'excuse d'avance que ce que je vais présenter ici, c'est vraiment une micro-histoire, donc une enquête sur une collection de minéraux chinois conservés au muséum, donc une enquête que je mène en collaboration avec Cristiano Ferraris et Caroline Noyer de la galerie de minéralogie que je remercie ici. Donc, je suis historienne des sciences au CAC et donc je m'intéresse à la circulation des savoirs entre la Chine et l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Donc, ce qui m'intéresse d'étudier, c'est de manière large, c'est des objets de savoir, comment ils changent de sens au gré de leur déplacement à l'échelle globale et comment cette circulation entraîne une sorte de mise en connexion des langues, des cultures, mais aussi des champs disciplinaires et des façons de penser. Donc, en l'occurrence, c'est cette collection de minéraux qui avait voyagé de Macao à Paris dans les années 1730 et qui avait été successivement interprétée comme un objet de médecine, de l'industrie et de l'ethnographie qui nous permet d'explorer ces thématiques. Donc, est-ce que vous voyez que la page tourne? Je pense que oui. Donc, voici la vue d'ensemble de cette collection. Donc, nous avons 79 échantillons contenus dans les bocaux. Donc, à l'origine, ces minéraux avaient été collectés à Macao par un médecin français, Vandermonde, pendant ses 10 ans de séjour là-bas dans les années 1720. Donc, ils les avaient achetés comme matière médicale auprès des apothicaires chinois. Et ce qui donc était justement très intéressant à voir, c'est qu'on arrive encore à voir l'apport de ces apothicaires chinois qui étaient matérialisés sur cette collection. Donc, on voit l'étiquetage de chaque échantillon en chinois avec cette très belle calligraphie. On voit des papiers journaux chinois de l'époque qui sont aujourd'hui devenus très précieux pour nous, les historiens, donc qui étaient à l'époque utilisés comme un papier emballage. Et on voit ces apothicaires avaient encore traduit des extraits d'un compendium de pharmacopée chinoise vers le portugais pour Vandermonde, qu'il avait ensuite retraduit vers le français. Donc on a déjà là une histoire d'échange de savoirs médicaux sino-européens dans le monde métis de Macao que nous travaillons actuellement à reconstituer. Donc, cette collection, je disais, est rapportée à Paris en 1632. Elle est entrée dans la collection de Bernard de Jussieu et ensuite oubliée pendant un siècle. Mais elle va être redécouverte au XIXe siècle et intégrer des paradigmes savants tout à fait différentes. Donc, elle devient d'abord un objet d'intérêt industriel dans les années 1830. Donc, elle était étudiée en tandem par la minéralogiste Alexandre Brognard et le sinologue Édouard Biot. Donc, dans une approche qui se veut scientifique. Donc, il s'agit du coup d'identifier ces minéraux, traduire les termes chinois en taxonomie moderne, avec un intérêt particulier sur les matériaux pouvant entrer dans la fabrication de porcelaine et autres produits industriels. Mais de façon aussi très intéressante pour nous, cette collection va aussi être réutilisée une troisième fois pour devenir un support de connaissances ethnographiques dans les années 1890. Donc là, nous avons un historien de l'art, Fernand Mély, qui réétudie cette collection dans son livre intitulé « Le lapidaire chinois ». Et cette fois-ci, au lieu de chercher des savoirs utilitaires, Mély va prôner une sorte d'approche culturaliste
Donc, un intérêt portant sur, selon ces termes, les mythes, les légendes, mais aussi les erreurs et les incertitudes des anciens Chinois en matière de minéraux. Donc, selon lui, ces données chinoises, lorsqu'elles sont confrontées à des données tirées de l'Antiquité gréco-romaine, vont pouvoir jeter un éclairage sur les mentalités des différents peuples, sur leurs affinités et singularités, pour enfin pouvoir pénétrer l'origine des civilisations et les rapports de l'humanité. Donc, je finis. Et comme j'ai dit au début, il s'agit vraiment d'une enquête micro-historique, mais je pense que l'exemple est assez révélateur de nos collections naturalistes, notamment celles provenant des aires extra-européennes, qui ne sont pas seulement des objets scientifiques au sens étroit, mais qui sont aussi chargés d'histoires humaines, des rencontres entre cultures et qui témoignent des intérêts aussi bien scientifiques qu'humanistes qui avaient été investis en elles au cours de l'histoire du muséum même. Merci. Comment je fais pour départager le... Alors, voilà, c'est bon. Ouais, très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non. Eh bien, merci pour cette présentation.